« Il ne vous dira rien ». Avec ces quelques mots, l'avocat signifiait au consultant venu interroger son client qu'il n'obtiendrait aucune information sur la suspicion d'attentat qui pesait sur lui et avait conduit celui-ci à se faire arrêter par les autorités. Il fallait pourtant faire vite, car des vies étaient en jeu, et il n'y avait aucun doute sur l'implication du suspect dans ce qui allait sous peu se concrétiser par un massacre. Nous étions bien en présence du poseur de bombes, mais où était-elle ? Dans cette pièce au mur blanc, la lumière vive des néons incrustés dans le plafond tombait sur les trois protagonistes et ne laissait aucune chance à quelque dissimulation corporelle que ce soit. Nous étions ici bien loin des ambiances feutrées des cabinets auxquels était habitué le psychologue appelé à prêter main forte à la police. La balle était désormais dans son camp. Là où les autorités spécialisées et présentes derrière la vitre sans teint n'avaient obtenu à leurs questions des heures durant comme unique réponse l'arrogance silencieuse du suspect, c'était maintenant à son tour de tenter de lui soutirer les précieuses informations. Habillé de la tenue orange habituelle propre à certaines prisons américaines, le suspect était muré dans un silence provocateur et parfaitement assumé. Sur sa carrure imposante étaient placardés de nombreux tatouages arborant son appartenance à un gang bien connu et redouté des services de police. Assis et enchaîné à une chaise, ses mains étaient posées sereinement sur ses cuisses. Face à son interlocuteur bien plus chétif, il affichait avec une légère désinvolture une contenance hautaine et méprisante. Il n'était pas encore prêt à céder. Le psychologue était attendu et observé car il avait la réputation de pouvoir détecter des choses que nul autre ne pouvait voir. Les agents présents dans la pièce attenante piétinaient d'impatience et fulminaient de voir de précieuses minutes s'envoler et les rapprochaient de ce qu'ils considéraient comme inéluctables. Il avait bien entendu les derniers mots de l'avocat qui lui intimaient le sentiment qu'il perdait son temps. Puis, il décida d'entrer dans la partie et tout en fixant le suspect droit dans les yeux, asséna à son tour. Ça m'est égal, de toute façon, j'évite d'écouter les mots qui sortent de la bouche de mes contemporains. Les études sont formelles, les gens mentent comme des arracheurs de dents au moins 3 fois en 10 minutes de conversation. Ça, c'est la moyenne. Nous n'avons pas d'études spécifiques sur les gens qui font sauter des églises, mais cela changerait sûrement la donne. Si l'on en croit les autorités, vous voulez tuer un maximum de gens. La police a commencé à passer au peigne fin les plus grosses églises de la région, mais à mon avis, ils ont tout faux. Et j'ai une autre théorie. Avec sa tirade, le psychologue avait attiré l'attention de tous et voulait maintenant détecter certaines attitudes corporelles en réponse aux allégations qu'il s'apprêtait à égrener une après l'autre. C'était bien là sa stratégie, cheminer pas à pas vers l'aveu irrépressible en diminuant progressivement la granularité des possibilités. Selon moi, vous avez choisi quelque chose de plus raisonnable. J'ai comme l'impression que c'est plutôt une petite église dans l'un des quartiers proches. Il n'avait cessé de scruter le moindre mouvement, la moindre attitude du suspect qui, dans ce qui pourrait s'apparenter à un réflexe communicationnel, rompit le silence et lança « Vous êtes à côté de la plaque !» « Ne répondez pas !» lança immédiatement l'avocat. Pourtant, la réponse qu'attendait le psychologue avait bien été lâchée. Non pas ces quelques mots d'opposition, mais ce petit geste furtif, presque imperceptible, une légère élévation d'épaule unilatérale traduisant un manque de confiance dans ce qu'il venait de dire. Ses mots disent une chose, son corps en dit une autre. C'est un menteur. Il fallait maintenant aller plus loin, réduire le champ des possibilités. Ça vaudrait peut-être le coup de fouiller l'église de Southbridge. À ces quelques mots, le visage du suspect fit davantage face, impassible mis à part un léger et rapide rictus qui ne dura qu'une fraction de seconde. Pour le psychologue, cette information signifie que le suspect cache sa joie lorsqu'il entend la proposition de fouille au mauvais endroit. Il faut tenter sa chance sur une autre petite église. Non, je plaisante, je sais bien que ce n'est pas la bonne. Nous allons fouiller dans celle de Lawtown. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il venait de faire mouche. À l'écoute de cette dernière hypothèse, le suspect avait légèrement haussé le coin gauche de sa lèvre supérieure. Ce faisant, signifiait son mépris à l'égard du psychologue qui avait vu juste. 1 heure plus tard, la police mettait la main sur les explosifs déposés dans les sous-sols de l'église de Lawtown. Les pratiques ecclésiastiques pouvaient de nouveau accueillir en toute sécurité leurs fidèles. Alléluia.
Cette histoire n'est pas le fruit de mon abondante imagination, mais restitue la première scène du premier épisode de la série Lie to Me, sorti en 2009. Les prémices de cette série s'appuient sur le concept de micro-expression, qui peut s'entendre comme une expression faciale très furtive et incontrôlable. Elle dure généralement moins d'une demi-seconde et reflète les émotions réelles et immédiates d'une personne, à contrario aux expressions faciales plus longues que l'on utilise intentionnellement pour communiquer. En d'autres termes, c'est un fugace aperçu de ce que quelqu'un ressent vraiment, même s'il essaie de cacher ses émotions. Certains auteurs expliquent qu'une micro-expression se produit lorsque l'amygdale, un noyau situé dans la région antéro-interne du lobe temporal, répond de manière appropriée aux stimuli que l'individu ressent et que dans le même temps, celui-ci souhaite dissimuler cette émotion spécifique. Cela conduit un individu à afficher très brièvement ses véritables émotions, suivies d'une fausse réaction émotionnelle. Alors, les micro-expressions seraient-elles la solution idéale pour connaître l'état émotionnel de nos contemporains ? La vérité s'inscrirait-elle sur nos visages ? Et comment retenir les expressions pertinentes parmi les milliers qui se manifestent sur nos visages ? Comment la science s'est-elle prononcée sur la crédibilité et la fiabilité des micro-expressions ? À quoi ressemblerait votre quotidien si vous pouviez deviner les pensées des autres ? Au cours de cette vidéo, nous tenterons de répondre à ces questions et je vous proposerai un exercice pratique afin que vous puissiez expérimenter par vous-même ce que pourrait vous apporter la détection des micro-expressions. Pour les spécialistes, la détection des micro-expressions s'inscrit dans un large éventail de techniques dédiées à une analyse comportementale d'un individu. Il s'agit de détecter comment se manifestent les émotions au travers 3 grands canaux de communication, à savoir les expressions faciales, le langage corporel et enfin le verbal et paraverbal. L'analyse comportementale nous renseigne donc sur l'état émotionnel du moment. Le contexte étant posé, voyons plus précisément ce que l'on peut définir comme étant une micro-expression. Chaque émotion s'accompagne naturellement d'une combinaison automatique, prédéterminée et spécifique de contractions musculaires corporelles et particulièrement au niveau du visage. À la seule lecture de ces brèves expressions faciales, il nous serait donc possible de déterminer quelles émotions en seraient l'origine. Seulement voilà, nos codes sociaux nous contraignent la plupart du temps à s'adonner à un jeu de dupes concernant nos émotions et, selon leur nature, leurs manifestations peuvent retenir plus ou moins l'adhésion de nos contemporains. Je vous laisse imaginer les conséquences sociales si nous exprimions sans aucun filtre toutes les émotions qui nous traversent au quotidien. Il s'agit donc de pouvoir s'armer d'une certaine réserve. Avec un peu d'entraînement et une conscience de nos propres processus cognitifs, ce que l'on appelle la métacognition, il serait possible de pouvoir contrôler une grande partie de ces expressions faciales. Si cette tromperie sociale est la plupart du temps un signe de maturité, elle a le malheureux désavantage de brouiller la lecture des émotions d'autrui et de s'exposer à des interprétations erronées de ses intentions. Alors, que faire pour sonder les sentiments de nos interlocuteurs ? Eh bien, malgré une forte tentative de régulation volontaire de nos expressions, il subsisterait comme des réminiscences furtives de ces manifestations émotionnelles dissimulées et qui révéleraient la véritable émotion ressentie. Derrière un sourire de façade, il se peut que soit dissimulée une colère bien réelle et qui pourrait être dérobée lors d'un rapide froncement de sourcils de moins d'1 seconde. C'est sur ces instants fugaces que se sont portés les travaux de recherche du psychologue Paul Ekman et qu'il désigna sous le terme de micro-expression. À l'issue de ces recherches et sur le postulat que nous sommes prioritairement des êtres émotionnels plutôt que rationnels, Paul Ekman mit en avant 7 micro-expressions universelles qui, selon lui, ne seraient pas le fruit d'un apprentissage, mais bien d'un héritage inné que l'on retrouve partout autour du globe et ce, quelle que soit la culture. Il attribue à ces furtifs moments faciaux les expressions émotionnelles de la peur, la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, le mépris et enfin la surprise. Il suffirait donc de capturer ces moments éphémères et d'en améliorer notre lecture afin que nos interlocuteurs n'aient quasiment plus de secrets pour nous. C'est en partie possible, mais pas aussi simple qu'il n'y paraît. En réalité, les micro-expressions peuvent aussi bien intervenir dans un contexte émotionnel dissimulé comme non dissimulé. Dès lors,
L'assurance d'une bonne lecture émotionnelle ne pourra reposer que sur cet unique critère au risque de s'exposer à des dérives évidentes. Nous verrons plus loin ce que ces dernières peuvent impliquer. Ce qui fait des micro-expressions un sujet intéressant, c'est qu'à l'opposé des expressions faciales classiques, il serait très difficile, voire impossible, de masquer les manifestations de micro-expressions. Pour autant, nous avons vu que les micro-expressions ne se limitent pas à des réactions émotionnelles sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Certaines peuvent être intentionnelles, tandis que d'autres sont involontaires, et par conséquent, certaines sont authentiques, tandis que d'autres sont fausses ou trompeuses. L'expression faciale peut être délibérée ou spontanée. D'ailleurs, certains individus possèdent naturellement la capacité de maîtriser leurs expressions. Nous pouvons inclure dans cette catégorie les menteurs pathologiques, tandis que d'autres vont devoir acquérir cette compétence, comme par exemple les acteurs. Les menteurs innés peuvent être conscients de leurs aptitudes à contrôler les micro-expressions. De même que ceux qui sont bien imprégnés de cette pratique car ayant depuis toujours eu recours à ce stratagème en pur du prix. Ces personnes peuvent dissimuler des émotions en affichant une expression qui ne correspond pas à ce qu'elles ressentent réellement. Par exemple, quelqu'un pourrait exprimer de la peur alors qu'en réalité il n'en ressent aucune. Les expressions faciales peuvent être dissimulées pour diverses raisons, comme par exemple pour des motifs culturels ou des normes sociales. Il n'est d'ailleurs pas rare que de nombreux garçons soient élevés avec une règle culturelle très répandue selon laquelle les hommes ne pleurent pas et ne montrent pas de peur. Il existe également des règles plus personnelles qui ne sont pas nécessairement partagées par la majorité de la société, mais qui peuvent être le produit de spécificités familiales ou de choix individuels. Un enfant peut apprendre à ne jamais regarder son père avec colère ou à ne jamais afficher de tristesse lorsqu'il est déçu. Ces normes comportementales, qu'elles soient partagées par la culture ou être propres à l'individu, sont souvent intériorisées si tôt et si profondément qu'elles régissent automatiquement les expressions faciales sans réflexion consciente. Passons maintenant à la pratique. Dans la simulation qui suit, nous allons nous entraîner à deviner les émotions en s'appuyant sur une lecture des micro-expressions. Celles-ci seront reconnaissables par l'activation au niveau du visage de ce que l'on appellera des muscles fiables et qui se manifesteront par une action motrice précise que nous découvrirons au fil des étapes. Êtes-vous prêts ? Je vous propose maintenant de vous mettre à la place d'un recruteur dans un service de ressources humaines dans une entreprise de taille moyenne. Vous êtes dans une salle de réunion classique avec un candidat que vous avez reçu quelques minutes plus tôt. Les échanges de bienvenue passés, vous avez sollicité le postulant à l'offre d'un poste de commercial afin qu'il présente ses atouts et expériences professionnelles. À cet instant, vous êtes à l'écoute de toutes les informations que ce prétendant va vous offrir. Dès lors, pourquoi ne pas essayer de porter une attention particulière sur ces micro-expressions ? Ce que nous en interpréterons et ferons par la suite n'a pas d'importance à cette étape. Vous allez uniquement porter votre attention à détecter ces mouvements si fugaces. C'est parti. L'attitude générale du candidat est dynamique et il égrène les expériences à succès qu'il a eu l'occasion de rencontrer dans son passé professionnel. À son écoute, votre acquiescement et votre mine conquise est parfaitement perçu par le candidat qui ne peut réfréner son sentiment de joie face à votre attitude, selon lui, porteuse d'espoir. Vous détectez alors un léger sourire. Très légèrement, les coins de sa bouche se sont relevés en même temps que de petites pattes d'oie soient apparues sur l'extérieur de ses yeux lorsque les joues se sont remontées. Ça n'a duré qu'un bref instant, mais vous avez bien détecté un sourire sur son visage. Vous prenez tout à coup le choix d'arrêter son monologue en lui posant une question qui sembla le surprendre. Une insignifiante ouverture de bouche fut associée à une élévation de ses sourcils et de ses paupières offrant une plus large ouverture de ses yeux. S'il fut, de prime abord, surpris par votre question, il y répondit pourtant promptement avec toute la superbe qu'il laisse séparer depuis le début de votre rencontre. Malgré tout, sa réponse n'apporte toujours pas les éléments pour vous satisfaire et vous insister. Cette fois-ci, sa bouche délivre un bref sourire, mais à la différence près qu'un seul des côtés de sa bouche s'est mis en mouvement. Est-ce un signe de mépris ? Vous y répondez comme tel en évoquant l'enjeu du poste par rapport à cette question en particulier. Vous détectez alors une micro-expression de peur qui se manifeste par une élévation rapprochée des sourcils alors que ses paupières inférieures se tendent et qu'opère un mouvement d'étirement horizontal de sa bouche.
Une manifestation semblable à celle que vous aviez remarquée la veille au soir sur le visage de l'un de vos proches pendant qu'il regardait un palpitant thriller sur votre poste de télévision. Vos échanges continuèrent jusqu'au terme de l'entretien que vous concluez en évoquant des sujets plus triviaux comme les problèmes récurrents de plomberie qui touchent vos locaux depuis quelques semaines. Toujours accaparé à l'observation des micro-expressions du candidat, vous remarquez un bref plissement du nez attaché à une élévation de la lèvre supérieure. Les problèmes de tuyauterie abordés auraient-ils par surprise entraîné un sentiment de dégoût de la part de votre destinataire ? Enfin, vous raccompagnez chaleureusement celui-ci vers la porte d'entrée. L'entretien s'est déroulé cordialement et sur les quelques derniers mètres, vous l'informez que son profil vous intéresse, mais que d'autres candidats présentent également des avantages intéressants pour le poste. À cet instant, le candidat prend toute la mesure qui se trouve être en concurrence directe avec d'autres et ne peut réprimer furtivement une expression de colère. Les sourcils baissent et se rapprochent pendant que les lèvres se rétrécissent et que les paupières inférieures se relèvent comme pour parer une lumière trop aveuglante. Puis il s'éloigne. Durant tout l'entretien, vous avez pu identifier tous ces signaux quasi imperceptibles et il vous reste maintenant la lourde responsabilité de les interpréter parmi les multiples autres informations captées durant l'échange. L'enjeu est de taille car il ne repose sur aucune vérité ni aucune science exacte. Le recrutement est de toute façon toujours un pari. Ce petit jeu de mise en situation nous montre que la détection des micro-expressions n'est en rien suffisante pour qualifier les intentions d'autrui. Autant que faire se peut, nous devrions toujours garder beaucoup de réserves sur des recettes prêtes à l'emploi. Pour autant, pour la plupart d'entre nous, nous interprétons le langage du visage de manière intuitive sans pouvoir expliciter les signes que nous déchiffrons. Le recours à la lecture des micro-expressions pourrait combler partiellement cette carence et ne devrait pas constituer à elle seule l'unique base décisionnelle d'une action. Si le postulat scientifique stipule qu'un nombre de micro-expressions associées à un état émotionnel précis est universel, passer outre ce prérequis est donc intellectuellement impensable. Je sous-entends ici les dérives potentielles de l'usage d'une telle méthode entre les mains de corps constitués ayant à leur portée ce qui est convenu d'appeler la violence légitime. Pire encore, Maria Hartwig, professeure de psychologie au J.J. College of Criminal Justice, affirme qu'à la suite de mauvaises lectures de micro-expressions perçues, des interrogatoires plus engagés ont eu pour conséquence l'emprisonnement injustifié de suspects. D'autres auteurs évoquent au contraire que le recours aux micro-expressions aboutisse rarement à des arrestations lorsqu'ils sont mis en œuvre dans des endroits comme les aéroports. Un témoignage devant le Congrès américain a révélé que seulement 0,6% des 61 000 passagers signalés aux forces de l'ordre en 2011 et 2012 ont abouti à une arrestation. Devrions-nous malgré tout craindre une généralisation de la détection des micro-expressions potentialisées par les nouvelles technologies et de l'IA et nous exposant ainsi à une régulation sociale coercitive? Peut-être, mais la théorie des micro-expressions ne bénéficie pas pour l'heure de consensus scientifique. Les détracteurs de Paul Ekman s'appuient notamment sur des études qui montrent que la théorie des micro-expressions manque de cohérence interne dans sa formation conceptuelle. Le caractère spontané et irrépressible des micro-expressions est même parfois remis en question, comme dans cet article paru en 2016 dans Nature, qui explique qu'il est possible de masquer des expressions involontaires avec de fausses expressions et que dans des situations réelles, plus de 40% du temps, nous ne pouvons pas faire la différence. De plus, des questions se posent quant à l'impact de nos propres présupposés sur les micro-expressions. C'est ce que Jody Burgoon soutient en 2018 dans le journal Frontiers in Psychology et s'interroge sur le fait que la théorie des micro-expressions présuppose que les gens ressentent des émotions détectables toujours liées aux mêmes pensées ou motivations. Mais que se passe-t-il si par exemple les gens se sentent heureux plutôt que coupables d'avoir trompé les autres? Burgoon cite également des études montrant que les micro-expressions sont finalement exceptionnelles. Dans l'une des rares enquêtes sur la fréquence des micro-expressions, Porter et Brink ont décodé 700 expressions émotionnelles authentiques et falsifiées à enjeu élevé et ont découvert que seulement 2% étaient des micro-expressions. Une fois encore, la mesure est de mise et aucune certitude pratique ne peut être avancée. Pour autant, le recours aux micro-expressions n'est qu'un outil parmi beaucoup d'autres,
que nous devrions pondérer et mettre en perspective d'un contexte en mouvement perpétuel. Gardons-nous que l'analyse des micro-expressions ne nous enferme dans une compréhension simpliste de l'autre, en ce sens où celles-ci ne peuvent décrire à elles seules l'alpha et l'oméga du mensonge et de la vérité. Paul Ekman lui-même insiste sur le fait qu'il n'existe aucun geste précis qui caractériserait le mensonge. De plus, s'interroger sur la présence ou non d'un mensonge est-elle davantage plus importante que ce qui le motive ? Étant en permanence assujettis à notre contexte, il serait bien osé d'imaginer que nos expressions corporelles en soient totalement détachées. Dès lors, nous préférerons cheminer dans l'échange, ce qui nous offrira la possibilité d'observer comment les émotions s'expriment en fonction des différents canaux. C'est dans la récolte d'un maximum de détails congruents, comme l'enjeu, les lignes de base qui est notre fonctionnement usuel, les points de fracture, que nous pouvons nous construire une opinion. Malgré cette accumulation à notre portée, il serait plus prudent de considérer une interprétation pour ce qu'elle est et non être considérée comme le reflet du réel. En faisant preuve d'humilité et appliquant des mesures de prudence quant à nos propres interprétations, la détection des micro-expressions dans un plus large cadre d'analyse comportementale peut nous aider à améliorer la qualité de nos échanges. Que vous soyez thérapeute, manager, commercial, coach ou simplement une personne soucieuse de maintenir un bon alignement conversationnel avec votre interlocuteur, savoir détecter les micro-expressions sera une compétence à ne pas négliger. Par exemple, si vous repérez une émotion de peur, vous pourrez, selon votre choix, réorienter votre échange afin de ne pas risquer de rupture de communication ou de confiance, qui est le plus souvent crucial. Les commerciaux et thérapeutes ne me contrediront certainement pas. Si vous souhaitez développer vos aptitudes à détecter les micro-expressions, je vous ai préparé un petit aide-mémoire gratuit en téléchargement libre. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre dans la description pour avoir accès au lien de téléchargement. Notre chapitre sur les micro-expressions se termine. Vous pouvez vous abonner afin de soutenir mon travail et rester alerté de mes nouveaux contenus. Vous pouvez également cliquer sur j'aime si vous appréciez cette vidéo et n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à laisser un commentaire pour partager vos ressentis. Merci pour votre attention et à bientôt.